on a choisi un sujet qui est pas très sexy, donc je vous remercie vraiment d'être là. C'est le sujet de l'industrialisation. Donc si vous attendez à voir de la technique et du jargon, vous allez être déçus. En fait, vous allez voir que c'est pas exactement ça le sujet de l'industrialisation et qu'il y a beaucoup d'humains à l'intérieur de ce sujet-là. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ça à travers des exemples concrets des projets qu'on a pu mener. Donc bonjour, je m'appelle Laurent, je fais partie d'Equimetrix, je suis partenaire chez Equimetrix. En 2 mots, Equimetrix c'est un pure player de la data science, fondé il y a 14 ans. On a aujourd'hui 250 collaborateurs, ce qui nous place comme leader européen sur le marché de la data science. Ça veut dire quoi? La data science appliquée au business, on fournit des solutions industrialisées à nos clients, c'est-à-dire des assets qui grosso modo transforment le capital data en un actif stratégique générateur d'avantages compétitifs pour nos clients. Par exemple, sur le marketing ROI, on est reconnu par le Forrester comme le 5e acteur mondial. On a 3 domaines d'excellence: marketing performance, customer centricity et excellence opérationnelle. Voilà, sur la boîte c'est tout. Je vous parlerai plus d'Equimetrix. Quasiment plus. Un petit slide un peu vue d'avion ou même vue de satellite de notre marché pour commencer, parce que les consultants aiment bien ça. Qui est le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Tous les acteurs, et notamment du Fortune 500, reconnaissent la data comme étant absolument indispensable, incontournable pour définir leur stratégie et développer leur business. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, en revanche, c'est qu'il y a des acteurs qui ont redéfini, rebattu les cartes complètement. C'est les GAFAM pour l'Ouest et c'est les BATX sur la plaque Asie. Ils ont rebattu les cartes, c'est-à-dire qu'ils ont donné des nouvelles règles du jeu, et notamment des règles du jeu de maîtrise de la donnée de masse, et notamment les données clients, et d'innovation par la technologie très importante avec des cycles d'investissement très forts. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles règles du jeu. Il y a des pure players du coup, qui suivent ces règles-là, qui viennent de la tech, et qui disruptent, comme on dit en anglais, certains secteurs plus traditionnels. Et donc toute la question pour nous, vous, les acteurs traditionnels, c'est comment est-ce que je me ressaisis de la data pour combler ce gap. Ça ne veut pas dire faire comme eux, mais ça veut dire réaffirmer mon avantage compétitif grâce à mes données ou grâce aux données, et en particulier les miennes. Voilà. Il y a des analystes du marché qui estiment à 10 milliards par an le montant des investissements nécessaires dans des projets de data science pour que ce gap, petit à petit, se résorbe. Voilà, c'est très vue d'avion. Et pour autant, notre marché, on est en face d'une dichotomie qui est un petit peu particulière, qui frappe les esprits. La partie gauche du slide dit que c'est une question de direction générale. Vous voyez des chiffres, la part des revenus de plus de 20% pour les boîtes qui vont monétiser directement leurs données, le fait que les data-driven companies vont être plus rentables, au moins de 15%, et avec une valeur sur le marché 5 fois supérieure aux autres. Donc on a une valorisation, le business case, il ne fait plus de débat du tout. Et pour autant, en face, les organisations en fait, se préparent pas suffisamment, à la fois en termes de culture, en termes d'organisation, puis en termes de faire des choses. Hein. Il y a un peu plus de la moitié qui disent qu'ils ne traitent pas du tout leurs data et leurs analytics. Voilà. Donc finalement, nous, ça nous frappe énormément, et on voit chez certains de nos clients que ce constat-là est partagé et qu'ils essayent de rattraper leur retard en la matière. Dernier petit slide d'introduction en termes de chiffres. Ça, c'est nos amis du Gartner qui le disent, c'est que 85% des projets qui vont être lancés l'année prochaine en matière de data science vont échouer, c'est-à-dire s'arrêter au stade de prototype. C'est frappant, ça fait peur, effectivement, mais il y a plusieurs raisons à cela, que nous, on liste en 3 types de raisons, ou méta-raisons. La première, c'est la singularité des problématiques business de chacun de vous. Et c'est pas parce qu'une solution marche pour un client qu'elle marche pour un autre. Et en fait, le diable est dans le détail. Donc vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer des produits tout faits de data science ou de machine learning, comme j'ai pu en voir dans ce salon. En général, il y a toujours un pan de votre business qui n'est pas bien répondu, un détail qui fait que les opérationnels, finalement, ne trouvent pas leur bonheur dans cette solution-là. Donc la précision et la singularité des enjeux business, c'est le premier élément, le premier facteur d'échec des solutions qui sont déployées chez nos clients. Le deuxième, c'est un élément plus technique, la stack technique
tout au long de la chaîne de valeur de la data, depuis le pooling des data, leur nettoyage, jusqu'à l'algorithme un petit peu avancé et la visualisation par les utilisateurs. C'est quand même un tout petit peu compliqué, il faut quand même le reconnaître. C'est pas non plus la mer à boire, mais il y a une maîtrise à avoir de cette chaîne-là. Et en particulier, quand on passe à l'échelle, ça je vais y revenir dans les exemples juste derrière. Et le troisième, c'est, disons, l'adoption. C'est plus long terme. L'adoption, c'est pas juste les gens l'utilisent, mais ils intègrent dans leur processus opérationnel au quotidien ou dans leur cycle de décision s'il s'agit de top manager ces solutions-là. Et donc, ils changent véritablement leur business grâce à ces solutions. Et donc, en fait, vous allez voir que juste après, je vais vous donner que des choses de bon sens. Je ne vais rien révolutionner du tout, mais le point de difficulté, c'est de combiner ces trois-là. C'est ça en fait la recette, c'est d'arriver à adresser ces trois sujets-là. La partie business, la partie technique et la partie adoption. Si on arrive à faire ces trois-là, dans ces cas-là, on va être dans les 15% qui restent. Je vais essayer de vous illustrer ça un petit peu maintenant avec des exemples plus concrets. Vous connaissez sûrement la courbe grise. La courbe grise, c'est le Gartner Hype Cycle qui, grosso modo, décrit le cycle de vie des projets, ou en tout cas des projets technologiques. Avec la première pointe, là, je ne sais pas si je peux pointer, mais vous le voyez bien, mais la première pointe qui est la phase un peu de surpromesse, d'attente, comme si la solution qui arrive, et en l'occurrence l'intelligence artificielle, allait tout chambouler, résoudre, disrupter en 3 mois. Puis après, on s'aperçoit que c'est quand même pas facile de le déployer, c'est compliqué, finalement, bon, l'effet est un petit peu décevant, et hop, c'est la désillusion, c'est la phase descendante de la courbe. Puis, au sortir de cette désillusion, on a un espèce de, ça s'appelle plateau de productivité dans leur jargon, ce qui veut dire qu'on a trouvé un compromis acceptable pour déployer les solutions, et donc on arrive sur un plateau de maturité. Voilà. Et notre mission, nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est un peu ça l'objet du talk, c'est d'avoir cette courbe jaune qui est plus lisse, et donc qui, aux 3 étapes, et je vais illustrer ça par 3 exemples, et essaye de faire mieux. Le premier, c'est le fait de dire, plutôt que ce foisonnement d'initiatives dans tous les sens et cette surexcitation, on se focalise sur 1 ou 2 cas d'usage à forte valeur, et l'excitation, elle vient de là, elle vient du fait d'avoir un MVP qui fonctionne et qui a prouvé des premiers résultats. Ça ne vient pas du foisonnement et de l'excitation dans l'entreprise ou de la surpromesse de la techno, ça vient du résultat d'un premier projet qui est fait. Ça, c'est notre courbe qui, du coup, monte un peu moins haut, va tout de suite vers la droite. Ensuite, elle ne descend pas parce que l'idée, et j'y reviendrai sur un exemple dans le tourisme, c'est d'anticiper les phases d'industrialisation pour que la partie technique notamment, puis la partie échange avec les business se passe bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de désillusion. En fait, on tient notre promesse initiale parce que la promesse initiale a été pensée pour le déploiement à l'échelle dans l'entreprise. Et le troisième est plus subtil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de compromis quand on choisit nos combats et avec la courbe jaune. C'est-à-dire que les solutions qu'on déploie, on est plutôt dans une logique de dire on les améliore au fur et à mesure et on est en permanence en train de régénérer l'avantage compétitif. Et donc, c'est pour ça qu'on reste bien au-dessus de la courbe grise. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire, humblement. En tout cas, c'est l'approche un peu conceptuelle et théorique qui guide les projets clients qu'on peut mener. Et donc, si je zoome sur ces 3-là, je commence par la première, avec un exemple chez L'Oréal. Donc là, L'Oréal, l'exemple qu'on vous donne, c'est une application qui s'appelle Skin Genius, qui, en fonction de la photo que vous prenez en magasin, de votre peau, plutôt vous mesdames. Je ne sais plus si ça marche pour les hommes, peut-être que si. Ça sera déployé peut-être pour les hommes aussi, mais en tout cas, vous prenez une photo avec l'iPad qui est en magasin, et il y a un algorithme derrière de recommandation qui vous décrit une routine, c'est-à-dire un ensemble de produits à mettre les uns à la suite des autres, matin, midi et soir, en tout cas matin et soir. Voilà. Donc ça, ça peut paraître anecdotique, mais l'enseignement principal sur cette première phase-là de la courbe jaune, c'est, en anglais, le purpose, c'est-à-dire la promesse était extrêmement forte. La ligne éditoriale business était extrêmement forte, et en l'occurrence, c'était le fait d'être le direct to customer, c'est-à-dire de reprendre la main sur la donnée cliente. Et en l'occurrence, c'est un business qui est quand même très, très désintermédié. Et donc, avec cette solution-là, on pouvait reprendre la main sur les données clientes. Cette promesse stratégique a été, du coup, avec un sponsoring très, très haut,
chez L'Oréal. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu une grosse impulsion business qui a été donnée et que ça a été amené jusqu'au bout. Voilà. Puis par ailleurs, il y a eu Eva Longoria, donc ça aide toujours un peu. Donc ça, c'est disons le premier enseignement sur L'Oréal. Et ensuite, deuxième enseignement, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est Industrialization by Design. C'est-à-dire qu'on a pensé nos développements en sachant la cible. La cible, c'est une dizaine de marques dans une trentaine de pays. Et donc quand on pense à ça, notre code, il est fait d'une certaine manière. Les technos qu'on emploie, elles sont d'une certaine manière, même si c'est que, entre guillemets, pour le MVP au démarrage, on est déjà dans notre tête, tout de suite, en train de se dire, attention, oui, ça va être lancé en Allemagne, mais ça va être aux US, en Chine, etc. etc. et sur les différentes marques du portefeuille L'Oréal. Voilà. Donc 2 enseignements, un purpose hyper fort et Industrialization by Design. C'est ça ce qui a fait la différence sur la partie L'Oréal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'était le premier cas. J'arrive sur le deuxième. Donc le deuxième, c'est un acteur du tourisme, Club Med, comme vous le voyez, qui, avant la crise, on a bossé avec lui sur un sujet de lead scoring, qui avait pour vocation d'équiper les call centers des agents commerciaux du Club Med. Et en l'occurrence, notre solution produit 14 milliards, encore aujourd'hui, 14 milliards de scores par jour. Étant donné les différentes combinaisons entre les resorts, en tout cas les destinations, et les mois de l'année, il y en a à peu près 1 millier de combinaisons, fois 14 millions de clients, ça fait 14 milliards de scores par jour pour le Club Med. Donc là, c'est un très très bon exemple d'industrialisation, et on a présenté ça à Big Data il y a eu 10-15 jours avec la cliente de Club Med. Donc là aussi, on a 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est, je dirais, la nécessité de l'expertise technique, malheureusement. Je ne vais pas vous bassiner longtemps avec ça, mais grosso modo, on a divisé par 4, un peu plus de 4, les temps de traitement de la solution, en l'occurrence de l'algorithme. Et ça, c'était absolument indispensable pour que les conseillers puissent être pertinents quand ils ont les mecs qui les appellent. Il fallait qu'ils aient leurs informations à temps. Et donc, diviser par 4 ou 5, c'est-à-dire changer de technique algorithmique quand c'est nécessaire, mais c'est aussi trouver les bons stacks technologiques qui permettent de paralyser les calculs. Voilà. C'était fait sur Google, donc GCP, Google Cloud Platform. Et donc l'intégration sur la stack a été aussi un élément déterminant pour arriver à faire ces 14 milliards de scores par jour. Donc, premier enseignement sur la partie technique, une notion d'excellence. Et ensuite, là, à mon avis, ça sort un peu plus des sentiers battus et des choses auxquelles on peut penser. C'est qu'avec le millier de combinaisons dont je vous parlais tout à l'heure, il fallait que nos scores, sur chacune de ces 1000 combinaisons, fassent du sens. Et donc, on a fait un nombre d'allers-retours pendant tous les mois de développement de la solution incalculable, en mode agile, si ça vous plaît. Mais du coup, on a fait beaucoup d'allers-retours avec les clients pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensaient des scores qui sortaient sur chacune des combinaisons. Donc oui, ça peut paraître fastidieux, laborieux, mais on est passé par là pour que notre solution elle soit pertinente et donc on puisse tourner les boulons de nos algorithmes de manière à ce qu'ils soient pertinents pour une destination à la montagne en hiver quand même. Voilà. Et en l'occurrence, Club Med faisait appel à un outil du marché avant, spécialiste de ce sujet-là, qui était une solution packagée, qui ne fait que ça, entre guillemets. Mais voilà, c'est une solution packagée, donc il y avait certaines combinaisons qui étaient moins bonnes, où le sens était moins là, le score traduisait moins la réalité de leur business. Et donc on a réussi à overperformer cette solution-là, et en plus la déployer sur GCP, avec un processus automatisé qui fait encore une fois, c'est 14 milliards de scores par jour. Donc 2 enseignements, un stack technique, une expertise pour diminuer les temps de traitement et d'ailleurs les coûts de traitement parce que GCP facture à la CPU, et des allers-retours constants avec le business, mais c'est c'est beaucoup plus que juste le dire, c'est vraiment le faire en permanence et dans le détail. Le diable est dans le détail sur ces choses-là. Voilà pour la deuxième partie de la courbe. On en vient à la dernière partie de la courbe, et en l'occurrence c'est un exemple dans le secteur de l'assurance avec AXA, où pour eux on a développé, et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on les accompagne sur le sujet, d'où le recul qu'on a sur cette fin de courbe, sur une plateforme de marketing ROI.
Donc un ensemble de solutions de marketing ROI, c'est le standard du groupe AXA sur la mesure et l'optimisation de ROI des moyens marketing. Donc on a, là aussi sur AXA, on a 2 enseignements. Le premier, c'est pour garder la courbe jaune au-dessus de la courbe grise le plus longtemps possible. C'est que même si à la fin ça fait des dashboards et des KPI qui sont très intéressants pour leur business, AXA ils ont des évolutions stratégiques, même des évolutions tactiques sur certains marchés, certains produits. Ils ont eu des questions aussi sur leur marque. Et donc on a constamment, pendant ces 6 années, rajouté des petits modules qui venaient contribuer toujours à l'avantage compétitif pour les équipes marketing du groupe. Un module sur la marque, un module sur la long time value, un module, on a intégré à un moment un secteur business particulier sur les PME, etc., etc. Donc on est resté auprès d'eux en permanence dans l'amélioration de l'écosystème de notre solution. Et là, pareil, ça nécessite une très bonne proximité avec les donneurs d'heures business. Donc premier enseignement, on fait vivre la solution, on l'enrichit. Et on a un deuxième enseignement, qui est un enseignement humain, qui est double celui-ci. Le premier, c'est sur l'adoption. Donc ça, c'est entre guillemets un peu bateau. Mais en fait, ce qui marche, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, il y a encore des endroits où on s'aperçoit que l'outil n'est pas complètement intégré dans les processus opérationnels. Pas complètement. Et donc ça nécessite, donc on a mis en place des choses au fur et à mesure des années de formation avancée, continue, régulière sur les différentes strates managériales de l'entreprise pour que, in fine, ça diffuse bien dans toutes les pratiques. Donc ça, c'est entre guillemets un peu classique de change. Mais il y a un deuxième enseignement qui est, je trouve assez intéressant, qui est la gestion des compétences, et notamment des compétences data. C'est-à-dire que quand on fait une solution de data science, ce qui est dur, c'est de la maintenir en conditions opérationnelles et d'en faire l'amélioration continue. C'est-à-dire de tourner un petit peu les boulons de l'algorithme. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure en rajoutant des modules, c'est vraiment faire en sorte qu'il s'adapte quand il y a un petit champ d'une donnée qui change, il faut le mettre à jour, etc., etc. Bref, c'est de la maintenance. Et en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que c'est de la maintenance un peu poussée parce que c'est de la data science et donc il faut des data scientists qui le font, sauf que c'est des gens qui s'ennuient un peu vite. Et donc on a une complexité de la rétention des compétences en matière de data science qu'il faut absolument prendre en compte quand on est un grand groupe comme AXA. Et les autres, bien sûr. Et notamment, ce qu'on les aide à faire et ce qu'on fait aussi ailleurs, c'est de créer une filière data pour que les métiers de la data puissent avoir une trajectoire. Et donc, oui, quand on est jeune data scientist, on peut être amené à faire de la maintenance, mais il faut renouveler ce vivier-là et proposer des trajectoires également pour que les gens restent dans le groupe un petit peu. Le turnover étant inévitable sur ces métiers-là, mais il y a quand même un enjeu, il ne faut pas être fataliste là-dessus, et il y a un enjeu à maintenir ses compétences dans la durée. Donc pareil, pour maintenir la courbe jaune en haut, ça passe beaucoup par les gens, à la fois l'adoption des utilisateurs, et il faut répéter, et ça prend beaucoup de temps et de l'énergie, et les compétences également pour la filière data qui s'occupe de ces solutions-là. Voilà les 2 enseignements qu'on peut tirer d'AXA. Voilà, donc vous avez 3 fois 2 enseignements sur la courbe. C'est un slide de conclusion, celui-ci, pour dire que la crise qu'on traverse aujourd'hui, on peut aussi voir le verre à moitié plein. C'est quand même notre caractère qui nous fait avancer, ça. Et donc c'est quand même un vivier d'opportunités. J'ai 2 exemples à vous donner. Un exemple dans le secteur de l'automobile, où PSA en l'occurrence a bien accéléré ses travaux et ses développements sur le e-commerce à la faveur de la crise. Voilà. Et ça a très bien marché, ça a donné des résultats probants qui fait qu'ils ont bien rebondi après au déconfinement et après à la reprise progressive qu'on a connue sur l'été. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça a pu catalyser, fédérer les énergies sous la pression de la crise. Voilà. Ils sont sortis par le haut. Et deuxième exemple, qui est une contrainte qui va faire aussi bouger les acteurs de la grande distribution, c'est la convention citoyenne avec les 146 propositions qui ont été retenues par Macron. Et en l'occurrence, dans ces 146, il y en a 2 qui concernent la publicité, les catalogues papier et les affichages dans la rue, qui vont être à terme plus ou moins longs. Ils disent 1er janvier 2021, mais voilà, interdits. Et donc,
les acteurs de la grande distribution qui ont des croyances extrêmement fortes sur le poids de leur catalogue papier. Et je mène moi-même un projet pour un grand acteur de la distribution sur le sujet. Il y a des réticences extrêmement fortes, mais voilà, ils vont être obligés d'y passer. Et donc là, comment on y passe? En maîtrisant la data, notamment la data client, en comprenant les habitudes des consommateurs et en arrivant à les diriger progressivement vers du digital plutôt que vers du papier. Voilà. Donc il faut saisir ces opportunités-là que la crise nous oblige à avoir. Voilà, c'était les quelques enseignements que je voulais partager avec vous sur l'industrialisation. J'espère que j'ai fait pas trop ennuyeux, pas trop long. Est-ce que vous avez quelques questions? Je ne sais pas quelle heure il est, on a probablement quelques minutes. On a 3 minutes. Ouais. Je reviens. Je vais y arriver. C'est là. Oui, avant de répondre directement à ta question, je vais faire un petit commentaire là-dessus. On a eu un brief client dans l'industrie minière qui nous a dit, c'était un brief qui nous a un peu choqué, qui nous a dit, moi j'ai un cimetière à POC. C'était texto ces mots. Hein. J'ai un cimetière à POC, aidez-moi à m'en sortir, à me faire une roadmap, à prioriser, à remettre les choses droites parce que je ne m'en sors plus. Hein. Et donc ça m'amène 2 commentaires. Il y a effectivement ça, c'est-à-dire quand on est parti sur la courbe grise, on a multiplié l'époque et voilà, on peut arriver dans le cas de cet acteur-là que je viens de mentionner. Et le deuxièmement, c'est la dette technique que ça induit. L'époque, quand ils sont allés un tout petit peu loin, ils ont pris des bouts de système d'information et après il faut les gérer parce qu'il y a quelques utilisateurs sur le côté qui l'utilisent vraiment, etc. Donc ça induit une dette technique et là les gens de l'IT, c'est un monde dont je viens, ils vous détestent. Quoi. Ils vous détestent. Donc c'est ça qu'on veut dire par le cost of POC, c'est surtout la dette technique qui induit le fait de rester au stade de POC pour beaucoup d'initiatives. Voilà. C'est ça qu'on veut éviter nous. Voilà. De 300. Ouais. Et oui, il y a un accompagnement pour que la solution colle beaucoup plus que les standards. Il faut pas.
C'est bon? Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu la question au fond de la salle, c'était le fait d'arriver à combiner les savoir-faire techniques et les savoir business, et du coup de garder ces compétences-là. Comment embarquer les métiers clients? Bah, on les embarque justement par le fait que les personnes auxquelles ils s'adressent, elles parlent leur langage business. Et ça, c'est le prix. C'est pour ça qu'on disait Data Science for Business initialement, c'est qu'on est organisé en vertical métier, et donc les experts du métier viennent parler au métier. Et donc même si l'expertise reste côté métier client, c'est sûr, on comprend les enjeux, et c'est comme ça qu'on les embarque. Hein. Voilà. Oui. Tu veux prendre... Je pense que c'est dans l'introduction, c'est le fait d'adresser les trois en même temps. Je pense que c'est ça la difficulté, parce que la technique, ça peut être ardu, mais voilà, ça peut se traiter. Le sponsoring business, il faut savoir aller le chercher, il faut savoir faire des business cases, il faut savoir présenter le cas, animer la communauté métier qui est concernée, bref, les entraîner. Et puis après, l'adoption, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que la vraie difficulté, c'est de maîtriser, c'est d'activer les trois et d'être bon sur les trois en même temps. Si on en loupe un des trois, le truc meurt. Je crois qu'on doit libérer cette belle salle. Merci de votre attention.